L'île Maurice est une île de l'océan Indien, avec un passé colonial complexe et une réputation moderne d'ordre et de prospérité. Pendant des siècles, le pays a été contrôlé par les Hollandais, les Français et les Britanniques, jusqu'à son indépendance en 1968. Depuis lors, il est considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique, avec une économie basée sur le tourisme et sans armée propre. Le pays accueille les visiteurs en quête de détente, de sécurité et de beauté. Port-Louis montre sa diversité religieuse. Au Mornay, nombreux sont ceux qui suivent des itinéraires balisés jusqu'au sommet. À Chamarel, les circuits s'arrêtent toujours au même point. Tout semble être à sa place. Mais il y a un autre côté, moins visible. Les travailleurs étrangers s'occupent de foyers sans droits fondamentaux. Les pêcheurs de la région sont confrontés à des restrictions sur leurs propres côtes. Il est produit en continu pour les marques européennes. L'harmonie montrée au monde n'est pas la même pour tout le monde. Que se cache-t-il derrière cet équilibre apparent? Bienvenue à Mondar. C'est parti! Sur la côte nord-ouest de l'île Maurice, Grand Bay se présente comme un paradis avec des plages de sable blanc, des mers calmes et des villas cachées derrière des clôtures méticuleusement taillées. Dès les premières heures du jour, les touristes remplissent les tables face à l'océan. Des buffets de fruits tropicaux, de pain frais et de jus de fruits sont proposés, décorés de fleurs locales. Sur le côté, des femmes invisibles, à la peau plus foncée, ramassent silencieusement les restes du banquet. Ils venaient de Madagascar, des Philippines et de l'Inde. Ils vivent aux confins du paradis qu'ils soutiennent. Ils dorment dans des chambres de service qui ne figurent pas dans les catalogues. Des espaces de 2 mètres sur 2, sans fenêtre ni ventilation, avec des matelas par terre et des portes qui ne ferment pas. Certains partagent une chambre. Ils n'ont pas de contrat, pas de papier, pas de jour de congé régulier. Le passeport est conservé par l'employeur sous prétexte de le protéger. Une plainte ou un soupçon suffit pour une expulsion immédiate. Les jours commencent avant l'aube. À 5 heures, ils sont déjà debout. Ils préparent le petit déjeuner, plient les serviettes, nettoient les salles de bain, rangent les chambres, cuisinent, repassent, arrosent et rangent les jouets. L'après-midi, ils gardent les enfants ou servent à la piscine. S'il y a des événements, ils travaillent jusqu'à l'aube. Ils ne sont pas payés en heures supplémentaires. Dans de nombreux foyers, ils ne peuvent pas s'asseoir pendant la journée. La relation est hiérarchique et stricte. Ils ne devraient pas parler à moins qu'on ne leur parle. Ils mangent après tout le monde, parfois avec des restes. Ils ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes des propriétaires ni à prendre des appels personnels. Dans les maisons les plus strictes, ils ne peuvent pas sortir sans permission. Pour envoyer de l'argent, vous devez demander une autorisation. S'ils arrivent en retard, il y a des pénalités. S'ils tombent malades, ils doivent se soigner eux-mêmes. Il n'existe aucune protection institutionnelle. Dans les années 1970, Grand Bay était un village de pêcheurs. Les familles locales vivaient près de la mer et vendaient du poisson. Dans les années 1990, le tourisme français transforme la région. Resort, club privé, villa de luxe. La mer a été privatisée. Les terres communales sont passées entre des mains étrangères. Les habitants d'origine ont été déplacés vers l'intérieur des terres. Ce qu'on appelait développement était en réalité une dépossession. Aujourd'hui, les locaux n'ont pas accès aux meilleurs emplois dans le tourisme. Les femmes migrantes sont privilégiées car elles sont plus vulnérables et moins chères. Ils arrivent par le biais de réseaux informels, des agences non enregistrées qui promettent la stabilité. Beaucoup arrivent endettés, d'autres trompés. Une fois à l'intérieur, il n'y a pas d'issue sans perte. Les intermédiaires contrôlent les salaires, le logement et les déplacements. Si quelqu'un se plaint, ils la remplacent. S'ils s'échappent, ils préviennent l'immigration. Les autorités n'interviennent pas.
Il n'y a pas de reconnaissance légale. Une réclamation peut aboutir à une détention. Le système les ignore sur le papier, mais pas leur travail. Les clubs de plage organisent des dîners à thème mettant en vedette du homard et du vin français. Les ouvriers servent en silence, débarrassent les assiettes, nettoient les verres. Ils se terminent lorsque le dernier invité part. Ils traversent ensuite des couloirs sombres jusqu'à leur chambre. Le lendemain, tout se répète. S'ils font bien leur travail, personne ne le remarque. S'ils échouent, ils sont punis. Dans les foyers des expatriés européens, les règles sont plus strictes. Il leur est interdit de s'asseoir sur les canapés, d'utiliser les couverts communs, de parler aux enfants ou d'entrer dans certaines pièces. Certains laissent leur téléphone à l'extérieur de la pièce. D'autres sont surveillés par des caméras. Ils appellent ça la sécurité. En pratique, c'est l'isolement. Manger après tout le monde est une règle non écrite, non mentionnée. C'est supposé. Cela fait partie du contrat implicite. Les employés l'acceptent car ils savent que se rebeller signifie tout perdre. Et il n'y a nulle part où aller. Après les villes côtières, la route se dirige vers la partie centre-sud de l'île. Les plages disparaissent, aussi le bleu turquoise et les palmiers alignés. Au lieu de cela, il y a des bâtiments industriels gris, des lignes électriques et de la fumée. Phoenix et Vacoas sont deux pôles clés du système de production mauricien. Il n'y a pas de touristes ici, pas de spa, pas de petits déjeuners en bord de mer. Ce que nous avons, ce sont des équipes tournantes, des sirènes signalant le début et la fin de la journée de travail, et des milliers de personnes assemblant des vêtements qui seront plus tard étiquetés en Europe et vendus comme mode consciente. Les usines textiles opèrent principalement dans des zones économiques spéciales. Ces espaces ont été créés dans les années 1980 dans le cadre d'un plan d'État visant à diversifier l'économie suite au déclin de la monoculture de la canne à sucre. Sous ce régime, les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux, de subventions logistiques et, surtout, d'une règle clé. Le salaire minimum peut être inférieur à celui du reste du pays. Le résultat fut une économie d'exportation à faible coût. En retour, la classe ouvrière locale s'est retrouvée piégée dans une structure qui lui permettait à peine de survivre. Les salaires varient entre 250 et 300 $ par mois. Les heures de travail sont du lundi au samedi, avec des quarts de travail dépassant facilement 10 heures. Pendant la haute saison, des quarts de travail double sont nécessaires. En théorie, il y a des pauses et des avantages. Dans la pratique, ils sont souvent annulés sous la pression. Les amendes pour des erreurs mineures, comme coudre une étiquette au mauvais endroit, sont déduites du salaire. Les pauses non autorisées ou les visites aux toilettes dépassant le temps autorisé sont également interdites. La plupart des usines combinent la main-d'œuvre locale avec des travailleurs migrants, en particulier en provenance du Bangladesh. Ils arrivent par l'intermédiaire d'intermédiaires qui coordonnent leurs actions avec les agences de leur pays. Ils paient entre 1 000 et 2 000 $ pour un contrat de 2 ans. La première année, une grande partie de leur salaire est déduite pour couvrir ces dépenses. L'entreprise propose des logements, des blocs de béton avec des lits superposés en métal, sans ventilation adéquate. Jusqu'à 12 personnes peuvent dormir par chambre. Les sorties sont contrôlées. Le passeport est conservé. Le permis de travail les lie exclusivement à l'entreprise qui les embauche. S'ils démissionnent, ils se retrouveront dans une situation irrégulière. Dans de nombreuses usines, les ouvriers n'ont aucun contact direct avec le monde extérieur. Ils reçoivent de la nourriture à l'intérieur de l'enclos. Certains peuvent sortir le dimanche matin, d'autres, même pas ça. Les caméras de sécurité enregistrent chaque mouvement. La surveillance n'est pas seulement physique. Il y a également des initiés qui signalent toute tentative de manifestation ou de rassemblement. Certains employés locaux servent d'intermédiaires entre la direction et les migrants. Sa fonction est simple: éviter l'encombrement. Le contrôle n'est pas seulement disciplinaire, également symbolique. Le premier lundi de chaque mois, une brève cérémonie est organisée dans plusieurs entrepôts industriels. De l'encens est brûlé et du curcuma est placé sur les machines.
C'est une coutume importée d'Inde, adaptée à l'environnement industriel. On le présente comme une bénédiction pour éviter les accidents. Mais dans le contexte de confinement, de contrats sans issue et de pression constante, cela nous rappelle que quelque chose de plus grand est à l'origine de tout. Les chiffres officiels montrent que l'île Maurice est un modèle économique en Afrique subsaharienne. Stabilité, croissance soutenue, ouverture aux investissements étrangers. Mais cette image occulte le modèle interne. Une structure fondée sur le travail précaire, les bas salaires et le confinement réglementé. Les étiquettes arrivant en Europe indiquent un « fabriqué à l'île Maurice ». Ils ne mentionnent pas la pièce non ventilée où le tissu est se repasser. Même pas des journées de 12 heures, ni la dette accumulée pour quitter Dhaka. À Vacoa, à quelques kilomètres des plus grandes centrales, les maisons basses montrent le contraste. Des maisons simples avec des barreaux aux fenêtres et des toits en tôle. De nombreux habitants dépendent des emplois indirects du parc industriel, blanchisserie, alimentation, transport. Mais ces revenus sont également instables. La dépendance au système industriel ne génère pas de développement. Il suffit de maintenir le flux. L'État ne cherche pas à réformer le modèle. Les zones économiques spéciales sont considérées comme des moteurs de compétitivité. L'argument est simple. Si les coûts augmentent, les entreprises partiront. Et avec eux, l'emploi. Ce chantage implicite entrave toute tentative d'amélioration. Le ministère du Travail reconnaît les problèmes, mais n'intervient pas. Les chambres de commerce affirment que les normes sont respectées, les rapports sont négociés, des visites sont prévues. Les inspections sont annoncées des semaines à l'avance. Dans les usines, le temps n'est pas négociable. Le vêtement doit être prêt. La commande doit être expédiée. Le silence est la norme. Si un travailleur s'absente pendant 2 jours, il est expulsé. Si vous parlez à un journaliste, vous êtes puni. Si vous essayez d'organiser vos collègues, vous disparaissez du système. À la fin de la journée, lorsque la sirène signale la fin de la journée, les portes s'ouvrent. Les ouvriers partent en file indienne. Ils montent à bord de minibus sans logo. Ils retournent dans leur chambre. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de véritable repos. Juste une parenthèse avant le prochain tour. Une alternative, pour ceux qui ont une autorisation spéciale, est de fréquenter les théâtres communautaires de Phoenix le dimanche après-midi. Ce n'est pas du divertissement, c'est une évasion symbolique. Pendant 2 heures, vous pouvez regarder un film de Bollywood, manger quelque chose de chaud et oublier votre uniforme, votre montre et l'étiquette pendant un instant. Là, dans l'obscurité, personne ne les regarde. Personne ne les mesure. Pendant quelques scènes, l'obéissance s'éteint. Mauricio projette l'efficacité. Exporter l'image, produit pour des marques qui promeuvent la durabilité. Mais à Phoenix et à Vacoa, la durabilité prend une autre forme, celle du confinement silencieux, de la dette structurelle et de la logique du remplacement. Le vrai produit, ce ne sont pas les vêtements, c'est de l'obéissance. À quelques kilomètres des zones industrielles, le paysage change à nouveau. La route s'ouvre vers la mer, les panneaux touristiques réapparaissent et les couleurs deviennent saturées. À Trou-aux-Biches et à Pointe-Desny, les activités tournent autour de l'eau. La plongée avec tuba, les excursions en catamaran et l'observation des récifs coralliens font partie de l'itinéraire habituel. Les visiteurs embarquent depuis des quais privés, plongent avec des guides certifiés et reviennent avec des photos sous-marines éditées pour les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas montré dans ces images, c'est la structure qui régule l'utilisation de l'océan. Ici, la mer n'est pas gratuite, il est divisé en parcelles. Pendant des décennies, l'accès à ces côtes était ouvert. Les habitants descendaient jusqu'à l'eau par des chemins de terre, jetaient des filets à l'aube, ramassaient des poulpes à marée basse. Les familles pêchaient pour leur propre consommation ou vendaient sur les marchés voisins. À la Pointe-Desny, l'activité était directe, sans intermédiaire ni permis. Cela a changé au début des années 2000,
avec l'apparition des premiers complexes hôteliers. Des routes ont été fermées, des barrières ont été érigées et des pans entiers du littoral ont été privatisés dans le cadre de concessions d'État. Aujourd'hui, de nombreux pêcheurs doivent demander une autorisation pour accéder à l'eau. Dans certaines zones, les clients ne peuvent entrer que par des entrées désignées pendant des heures limitées et dans des conditions imposées par les complexes. S'ils le font par un autre point, ils sont interceptés par la sécurité privée. Dans d'autres secteurs, ils ne peuvent pas entrer du tout. Il y a des panneaux de propriété privée, des caméras de surveillance et des patrouilles embauchées par les hôtels. La mer n'est plus un bien commun. Cela fait partie du métier. Les entreprises justifient ces restrictions par des raisons de conservation écologique. Ils disent vouloir protéger les récifs, empêcher la surpêche et préserver les ressources. Mais la protection ne s'applique que là où le tourisme présente un intérêt. Les navires commerciaux continuent d'opérer sans véritable contrôle. Les bateaux transportant des touristes vers des bancs de sable ou des zones de plongée avec tuba ne sont soumis à aucune restriction. Le règlement s'applique uniquement aux pêcheurs locaux. Ce sont eux qui sont désignés comme une menace. À Trou aux Biches, des bateaux traditionnels gisent sur le sable. Certains ont été abandonnés. D'autres sont détériorés par le sel et le temps. Ces propriétaires travaillent désormais comme assistants sur des catamarans touristiques. Pour une fraction des revenus qu'ils généraient auparavant, ils doivent servir des boissons et suivre les commandes. La connaissance de la mer est subordonnée à la logique du spectacle. Les compétences héritées n'ont plus de valeur si elles ne s'adaptent pas au schéma imposé. L'accès inégal à l'océan est structuré par des contrats entre l'État et les entreprises privées. Les concessions touristiques permettent aux entreprises de gérer des portions de littoral comme des propriétés. Bien que la loi déclare que le littoral est un domaine public, la pratique contredit cette règle. Les voies publiques ont disparu ou ont été bloquées. Les communautés doivent traverser des installations privées pour accéder à la mer. Dans certaines zones, le seul accès possible se fait par des zones marécageuses ou des mangroves dégradées. L'histoire du lieu explique le présent. La Pointe d'Esny fut une zone de plantation française pendant plus d'un siècle. Après l'indépendance, une partie de ces terres a été nationalisée. Mais les liens entre les élites économiques et le pouvoir politique demeurent. Les investissements touristiques reproduisent les structures antérieures. Contrôle centralisé, profit exclusif, exclusion systématique. L'usage a changé. Avant, c'était la canne à sucre, maintenant c'est le paysage. La transformation fut silencieuse. Il n'y a pas eu d'expulsion massive. Que de nouveaux panneaux, un panneau « Entrée interdite », un garde informant tout le monde que la route n'est plus publique. Les communautés n'ont pas résisté de manière organisée. Certaines personnes ont trouvé du travail dans des hôtels. D'autres sont partis. Les plus anciens se souviennent comment ils descendaient à la mer sans restriction. Aujourd'hui, ils doivent marcher des kilomètres pour pêcher dans des zones non contrôlées. Les activités touristiques entretiennent un récit d'intégration. Les brochures mentionnent des excursions avec des pêcheurs, des ateliers sur la biodiversité et des visites communautaires. Mais ce sont des événements sporadiques, destinés à présenter une image d'harmonie. En pratique, ce ne sont pas les pêcheurs qui décident de l'utilisation de la mer. Ils ne sont pas représentés dans les conseils qui réglementent les zones protégées. Ils n'apparaissent pas dans les plans de développement. L'océan est géré par ceux qui ne l'habitent pas. Les conditions environnementales justifient en partie les restrictions. Il est vrai que les récifs sont en danger, que la surpêche existe, que les écosystèmes sont fragiles. Mais les solutions sont imposées d'en haut, sans dialogue. Les pêcheurs utilisant des filets artisanaux sont pénalisés, mais les structures flottantes servant du champagne sur du corail érodé sont autorisées. À Trou aux Biches, à la tombée de la nuit, les touristes regagnent leurs chambres. Les lumières des hôtels illuminent la plage. Certaines personnes boivent dans les bars. D'autres passent en revue les photos de la journée. Sous la surface, la tension persiste. Ce qui semble être un paysage est en fait une frontière.
un espace réglementé et délimité. La mer n'est plus seulement de l'eau. C'est une ressource qui exclut ceux qui la considéraient auparavant comme faisant partie de leur vie. L'image extérieure ne change pas. Eau claire, poissons colorés, sable propre. Mais cet ordre est soutenu par un accès fragmenté. Ce qui est présenté comme une protection de l'environnement est, dans de nombreux cas, une forme de contrôle économique. Les communautés côtières ont perdu leur lien avec la mer. Ce qui était autrefois une économie informelle est aujourd'hui un crime. Ce qui était autrefois gratuit est désormais payant. Pointe d'Esny et Trou-aux-Biches représentent un processus plus large, la conversion du littoral en marchandise. La disparition du droit d'habiter l'espace commun. Tout cela au nom du développement. Tout est dans le cadre de la loi. Mais pour ceux qui ont grandi en lançant des filets depuis le rivage, rien de tout cela n'a de sens. Parce que la mer est toujours là. Mais ce n'est plus à toi. Certaines communautés locales, sans attendre le soutien officiel, ont commencé à organiser des promenades en canoë traditionnelles pour les enfants locaux. Ce n'est pas du tourisme. C'est une mémoire active. Pendant les vacances scolaires, plusieurs pêcheurs apprennent à ramer, à identifier les courants et à lire le ciel. Ils le font sans frais, sans sponsoring, sans brochure. Juste avec l'idée que la mer ne doit pas être oubliée. Même si cela ne leur appartient plus, ils peuvent toujours le montrer. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de surveillance, les personnes âgées sautent dans l'eau avec leurs petits-enfants. Ils ne pêchent pas. Ils flottent simplement. Et dans ce flottement, ils se souviennent. Plus au sud-ouest, la route longe la côte et s'enfonce vers l'intérieur des terres. La silhouette du Morne-et-Brabant se détache sur le ciel. La montagne est devenue l'une des destinations les plus promues de l'île Maurice. Chaque jour, des groupes de touristes empruntent des sentiers balisés, guidés par des opérateurs qui distribuent de l'eau, expliquent l'altitude et indiquent les endroits idéaux pour prendre des photos. Certains arrivent à l'aube pour faire du yoga au sommet. D'autres filment avec des drones. Ce qu'ils n'entendent pas, ce qui n'est pas dit lors de ces visites, c'est qu'ils marchent sur une fosse commune. Le 1er février 1835, un groupe d'esclaves fugitifs qui avaient cherché refuge dans les montagnes depuis des années se sont jetés des falaises dans la mer. Ils croyaient qu'ils allaient être repris. Ils ne savaient pas que l'esclavage avait été officiellement aboli. La version la plus largement acceptée affirme qu'ils ont vu un détachement envoyé pour annoncer la nouvelle s'approcher et ont supposé qu'il s'agissait d'une patrouille de capture. Ils ont sauté. Ils sont morts. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Pour la communauté créole issue des esclaves, le Morne est un site sacré. Pour le système touristique, c'est un produit. Depuis 2008, la montagne est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa valeur historique en tant que symbole de résistance est reconnue, mais cette reconnaissance n'a pas entraîné de changement structurel. Les visites guidées mentionnent rarement les suicides. Quand ils le font, c'est superficiel. Il s'agit d'une légende locale et non d'un fait historique concret lié au système esclavagiste qui a structuré l'île. Chaque 1er février, les descendants d'esclaves effectuent un rituel d'hommage. Ils grimpent jusqu'au pied de la montagne, en silence. Ils portent des tambours, des chants, des offrandes. Ils se rassemblent devant un rocher marqué d'inscriptions. Ils parlent créole. Ils se souviennent des noms, des lignées, de la violence. À quelques mètres de là, ce même jour, d'autres groupes commencent l'ascension. Des touristes qui ne savent pas ou qui ne demandent pas. Certains marchent en musique. D'autres font des vidéos en direct. Les chemins se croisent sans dialogue. Certains sont là pour faire de l'exercice. D'autres en raison du deuil. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de reconnaissance. Les agences vendent l'ascension comme une expérience de connexion avec la nature. Ils valorisent le silence, l'énergie du lieu, la puissance spirituelle de la montagne. Ils ne mentionnent pas que cette spiritualité trouve son origine dans la douleur.
Les tracts ne mentionnent ni l'esclavage ni les meurtres de masse. On parle de vues panoramiques, de biodiversité, de méditation à l'aube. Un espace mémoire se transforme en scénario de consommation. À la base, il y a des parkings, des kiosques et une entrée contrôlée. Seuls les guides autorisés sont autorisés à grimper avec les groupes. Il existe des règles de sécurité, des horaires fixes et des contrôles de police sporadiques. La zone est réglementée. Mais cette réglementation n'inclut pas les communautés créoles. Ils ne participent pas à la gestion du site. Ils ne décident pas du contenu des visites. Leur lien avec le lieu est traité comme secondaire. Ils sont autorisés à effectuer le rituel une fois par an. Le reste du temps, la montagne fait partie du circuit touristique. De la côte sud-ouest au centre administratif, le pays change de rythme. Port-Louis, capitale et centre financier, est le point de convergence des discours officiels. C'est ici que sont signés des accords, que sont annoncées des réformes et que sont compilés des chiffres. Mais il n'y a pas d'intégration dans les rues. Il y a une segmentation. Le centre historique conserve ses bâtiments coloniaux. Le marché central est un centre d'activité constante, et le flux de marchandises maintient la façade économique vivante. Cependant, chaque quartier fonctionne comme une île. La ville est divisée selon les croyances. Non pas à cause d'une décision récente, mais à cause d'une structure héritée qui n'a jamais été démantelée. À Plaine Verte, ce sont les temples hindous qui dominent. Les boutiques vendent de l'encens, des statues de dieux, des tissus rouges et jaunes. Les célébrations de Maha Shivaratri mobilisent des milliers de personnes. Certains marchent de triolets ou de pamplemousses jusqu'à Grand Bassin, portant des offrandes. Ils le font pieds nus. Les rues sont remplies de processions, de mantras et de stands de nourriture. À la vallée Pito, à quelques pâtés de maison, le tableau est différent. Il y a les mosquées. Les boulangeries ont des noms arabes. Les magasins ferment à d'autres heures. D'autres langues sont entendues. D'autres dates sont célébrées. Les écoles répondent à une autre administration. À Port-Louis, il n'existe pas d'école mixte par défaut. Chaque communauté religieuse gère la sienne. Il existe des centres hindous, islamiques, chrétiens et chinois, avec des programmes adaptés, des vacances spécifiques et des règles spécifiques. Un enfant musulman peut passer toute sa scolarité sans avoir de camarades hindous. Un étudiant chrétien ne peut pas vivre avec des bouddhistes jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Le système n'interdit pas le mélange, mais il ne l'encourage pas non plus. L'État permet la fragmentation comme s'il s'agissait de neutralité. Mais cette neutralité perpétue l'isolement. Les autorités parlent de diversité. Mais c'est organisé. La segmentation territoriale et éducative génère des structures parallèles. Les quartiers ne se mélangent pas. Les familles ne passent pas d'un système à l'autre. Les règles changent en fonction du code religieux. La viande est interdite dans certaines écoles. Dans d'autres, la prière est nécessaire. Il existe des institutions où les filles doivent porter le voile. D'autres où parler créole en classe n'est pas autorisé. Il n'existe pas de cadre commun. Chaque groupe protège sa frontière. La coexistence est fonctionnelle. Ce n'est pas de la cohabitation. L'organisation actuelle a des racines coloniales. Sous le régime britannique, le pouvoir était structuré selon des critères raciaux et religieux. Lorsque la main-d'œuvre fut importée d'Inde pour remplacer les esclaves africains, les nouveaux travailleurs furent classés et répartis selon leur origine et leur foi. L'État a promu la séparation comme une forme de contrôle. Après l'indépendance, la logique est restée la même. Les partis politiques s'alignent également sur la religion. La représentation est répartie selon des pourcentages démographiques. Il n'existe pas de véritable système laïque. Tout passe par l'identité. En vacances, la segmentation est plus visible. Il y a des jours fériés que seuls certains secteurs célèbrent. Les écoles ferment séparément. Les marchés changent de rythme. Les bureaux publics sont adaptés en fonction du territoire.
La religion imprègne la politique, l'éducation et les médias. Les décisions stratégiques sont négociées avec les représentants de chaque communauté. L'État agit comme arbitre entre les groupes, pas comme garant de l'intégration. Toute tentative de remettre en question cette structure est perçue comme une menace. Au marché central, les étals sont répartis selon la tradition. Les vendeurs hindous dominent le secteur des légumes. Les musulmans gèrent la viande. Les Chinois exploitent des magasins vendant des produits importés. Les chrétiens sont situés dans des zones marginales. Ce n'est pas une règle officielle. C'est une pratique qui perdure depuis des décennies. Les clients reproduisent cette logique. Ils achètent en fonction de la confiance ethnique. Il y a des préjugés héréditaires. Tensions latentes gérées par des silences. Tant que tout fonctionne, il n'y a pas de question. Mais le prix à payer est une fragmentation sociale structurelle. L'intervention n'était pas spontanée. Cela faisait partie d'un plan du ministère du Tourisme. La zone a été classée comme d'intérêt stratégique. Cela impliquait des exonérations fiscales pour les opérateurs, une priorité en matière d'infrastructure et des campagnes de marketing. Cela n'impliquait pas la participation de la communauté. Les décisions étaient prises d'en haut. Le territoire a été réorganisé en fonction des besoins commerciaux. La logique appliquée est claire. Montrer une île harmonieuse, visuellement attrayante, culturellement exotique, mais maîtrisée. Cela nécessite une édition constante. Des espaces et des récits. Tout ce qui ne convient pas est éliminé. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas d'histoire récente d'exclusion. Juste de la couleur. Juste une forme. Juste un spectacle. Les opérateurs répètent des phrases comme « l'âme de l'île » ou « le lien ancestral avec la terre ». Ils n'expliquent pas pourquoi ce terrain a été clôturé, ni comment ceux qui y travaillaient ont été expulsés. Le système de promotion internationale renforce cette édition. Les vidéos institutionnelles montrent des paysages comme Chamarel, mais évitent des zones comme la vallée des prêtres ou Barkly. Le visiteur arrive avec une image prédéfinie. Tout ce qui ne correspond pas à cette image est rejeté. Un pays est fait pour être photographié. Ce qui ne peut pas être transformé en carte postale n'est pas considéré comme faisant partie de la destination. Cette division est maintenue par des structures formelles. L'État réglemente les domaines qui reçoivent des investissements. Les hôtels limitent leur impact aux zones immédiates. Les itinéraires touristiques évitent les zones marginales. Les agences internationales sélectionnent les images en fonction de critères marketing. Les communautés exclues n'existent que dans les rapports internes, si tant est qu'elles existent. Les activités de Chamarel renforcent cette logique. Déjeuner panoramique, café local vendu comme authentique et boutique d'artisanat soigné. Tout filtré, tout convient. Même les informations géologiques sont éditées de manière à ne pas détourner l'attention de l'objectif visuel. Les visiteurs ne se demandent pas pourquoi la Terre a ses couleurs. Ils veulent juste être beaux sur la photo. Mais il existe aussi d'autres façons d'explorer Chamarel. Certaines organisations culturelles proposent des promenades guidées sur des sentiers alternatifs. Ils discutent du passé agricole, visitent de vieilles maisons abandonnées et discutent avec les quelques agriculteurs qui vivent encore dans la région. Ces itinéraires ne sont pas balisés. L'accès se fait sur recommandation directe. Il n'y a pas d'uniforme, pas de script mémorisé, juste des histoires. Ce sont des visites lentes, sans photo obligatoire, où le paysage devient une histoire. Là, le visiteur ne consomme pas. Écoutez. Les conséquences du modèle touristique dominant sont visibles. Les zones où le tourisme est concentré ont des revenus plus élevés, mais aussi de plus grandes inégalités. Les emplois générés sont précaires et saisonniers. Les communautés ne sont pas impliquées dans les décisions clés. Le développement est sélectif. Et l'image projetée vers l'extérieur ne correspond pas à la réalité. Un paradis à vendre, un système fragmenté et caché.
Chamarel, dans sa forme actuelle, n'est pas seulement une attraction naturelle. C'est un appareil, une façon de présenter le territoire sans conflit, un outil d'effacement sélectif. Le touriste voit des couleurs. Il ne voit aucun contrôle. Vous ne voyez aucun déplacement. Il ne voit pas de simulation. Tout est là où il devrait être. Rien n'interrompt l'histoire. Et cette perfection, comme la couleur du sol, n'est pas naturelle. C'est une décision. À moins d'une heure au sud-est, la route descend vers Mahebour. La ville s'étend sur une lagune qui apparaît sur toutes les cartes postales officielles. Les visiteurs se promènent le long de la promenade, parcourent le marché et font de brefs arrêts au musée naval. Des catamarans proposent des excursions vers les îles voisines et des restaurants vendent du poisson frais avec vue sur l'océan. L'expérience est conçue pour durer une demi-journée. Il suffit de s'imprégner des environs sans rester assez longtemps pour tout voir. Dans les environs, en dehors des itinéraires touristiques, il existe des activités qui ne sont pas incluses dans les itinéraires. Dans les maisons privées, les arrière-cours et les terrains vagues, des rituels d'origine africaine et tamoule, qui ne sont reconnus par aucune institution, sont célébrés. Ils ne font pas de publicité. On n'en parle pas à voix haute, mais ils sont courants. Depuis la côte sud-est, la route monte par des virages serrés jusqu'à atteindre le plateau. Curepipe se présente comme une ville ordonnée, plus fraîche que le reste du pays, entourée de végétation et de brouillard. Les touristes visitent le cratère du Trou au Cerf, parcourent les sentiers du jardin botanique ou parcourent les boutiques du centre-ville. C'est une ville sans plage, sans littoral, sans palmiers. En contrepartie, elle offre une image plus européenne, plus civilisée, selon les descriptions officielles. Également surveillée de plus près. La règle ici est la discrétion, et ce qui ne correspond pas à cette norme est réduit au silence. Les couples de même sexe n'apparaissent pas aux yeux du public. On ne les voit pas marcher main dans la main. Ils ne s'embrassent pas dans les parcs. Ils ne se font pas de câlins dans la file d'attente au cinéma. Non pas parce que c'est interdit, parce que c'est permis sans être accepté. En 2023, l'article 250 du Code pénal, qui pénalisait les relations homosexuelles masculines d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, a été abrogé. C'était une loi héritée du colonialisme britannique. Elle n'a jamais été appliquée avec force, mais elle a servi d'avertissement. C'était là pour marquer la limite. Se rappeler qu'il y avait une façon de vivre qui n'était pas valable. L'élimination de cette règle a été saluée par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais dans la vie quotidienne, rien n'a concrètement changé. La loi est tombée. La stigmatisation est restée. Les gestes minimes restent sujets à examen. À Curepipe, comme dans d'autres villes de l'intérieur, un couple LGBT+ peut être insulté s'il marche trop près l'un de l'autre. On peut le suivre. Vous pouvez être enregistré sans consentement. Il n'y a aucune garantie. La police n'intervient que s'il y a violence directe. Et souvent, s'il intervient, il le fait avec partialité. Ne pas protéger, mais questionner. Dans les espaces publics comme le jardin botanique ou le parc Montvert, les couples hétérosexuels s'embrassent sans problème. Ils font des pique-niques, ils prennent des photos. Les couples de même sexe savent qu'ils ne peuvent pas faire la même chose. Non pas parce qu'il existe une règle explicite, mais parce qu'ils savent que quelqu'un va regarder, quelqu'un va faire un commentaire, que quelqu'un puisse intervenir. La peur n'est pas théorique, c'est tous les jours. C'est le calcul constant de l'endroit où se tenir, de la façon de parler, de la façon de s'habiller. C'est une forme d'autocensure qui se transmet de génération en génération. Dans les écoles, le sujet n'est pas abordé. Il n'y a pas d'éducation sexuelle inclusive. Il n'existe pas de campagne de visibilité à l'échelle de l'État. Il n'existe aucun programme de lutte contre l'homophobie. Le système éducatif reproduit les mêmes valeurs que la société impose par omission. On enseigne qu'il existe un modèle correct de famille. Tout le reste n'est que bruit.
Les adolescents LGBT+, l'apprennent vite. Ils restent silencieux. Ils s'adaptent. Certains abandonnent, d'autres bougent. Certains ne peuvent pas résister. Il n'y a pas d'espace communautaire visible pour les personnes LGBT+, à Curepipe. Il n'y a pas de centre de rencontre, de bar ou de librairie spécifique. Il existe des groupes organisés de manière informelle, dans des foyers ou des réseaux privés. Ils se connectent par la confiance, pas par la visibilité. L'exposition est un risque. Montrer de l'affection peut signifier perdre son emploi, être expulsé de sa famille ou être agressé dans la rue. La discrimination n'est pas légale. C'est structurel. Elle est imposée sans règle. La plupart des églises suivent une ligne conservatrice. Ils ne reconnaissent pas les identités diverses. Ils n'acceptent pas les unions non hétérosexuelles. Ils n'autorisent pas de leadership en dehors du modèle traditionnel. Certains organisent des retraites pour corriger les orientations. D'autres excluent tout simplement ceux qui ne s'intègrent pas. Les mosquées n'ouvrent pas non plus d'espace de dialogue. Les temples hindous, pour la plupart, répètent le même modèle. La religion agit comme un moyen de contenir l'ordre, pas comme inclusion, et l'État n'intervient pas. Les Mauriciens vivant dans la zone, même à quelques kilomètres de la côte, ne peuvent pas y accéder librement. S'ils ne paient pas le forfait, ils n'entrent pas. S'ils ne sont pas sur la liste, l'entrée leur est refusée. La plage est publique de par la loi, mais inaccessible en pratique. La logique du privilège est transférée au territoire. L'île devient la propriété symbolique de celui qui la paie, même si ce n'est pas légalement le cas. La nationalité ne garantit pas le droit d'accès. De l'argent? Oui. À l'île aux Aigrettes, la restriction est justifiée par la préservation de l'environnement. C'est une réserve naturelle. Des espèces endémiques comme le pigeon rose et la tortue géante y sont protégées. L'entrée est limitée pour des raisons écologiques. Mais cette limitation n'empêche pas les circuits d'inclure des déjeuners organisés, des séances photos et des ventes de souvenirs. La conservation devient un argument fonctionnel. S'applique uniquement à ceux qui ne font pas partie du circuit. Pour le client, tout est permis. Pour le résident sans forfait, tout est fermé. Les guides les plus anciens, notamment sur l'île aux Aigrettes, mélangent encore des mots créoles et tamoul. C'est une façon de parler qui n'est pas enseignée dans les écoles, mais qui persiste dans certains secteurs de la population. Ce sont des traces d'une culture orale, une manière de transmettre du sens en dehors des canaux officiels. La plupart des visiteurs ne comprennent pas ce qui est dit. Aucune question. Ils s'en fichent. La langue devient décoration. Comme les arbres, comme les oiseaux, comme les histoires. Tout fait partie du spectacle, mais rien n'est reconnu comme étant ancien. À l'île aux Cerfs, l'exclusion est plus directe. Elle est promue comme une île récréative. Il y a des terrains de golf, des bancs de sable et des zones d'événements privés. Les activités comprennent le jet ski, le parachute ascensionnel et les dégustations de rhum. La logique est celle de la consommation immédiate. L'entrée n'est gratuite qu'en théorie. Mais il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de quai ouvert. Il n'y a pas de signalisation accessible. Il n'existe que des offres packagées au départ de lieux précis avec des compagnies agréées. Sans ces conditions, il n'y a pas de traversée. Historiquement, ces îles n'étaient pas exclusives. Au XVIIIe siècle, l'île aux Cerfs était utilisée par les corsaires et les marins comme lieu de repos. Plus tard, il a été utilisé pour une culture limitée. L'île aux Aigrettes était un refuge faunique et un point d'observation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas d'accès restreint jusqu'à ce que ce soit une attraction touristique. Le passage de l'espace commun au territoire commercial s'est fait sans débat. Il n'y a pas eu de consultation, uniquement des contrats. L'exclusion est renforcée par la manière dont le discours officiel est structuré. Le tourisme est présenté comme un moteur de développement.
Mais ce développement se mesure à l'aune des recettes en devises étrangères et non à l'intégration. Les îles génèrent de l'argent, mais elles ne le redistribuent pas. Les emplois qu'ils proposent sont précaires, saisonniers et de faible niveau. Les principaux opérateurs sont des entreprises basées à l'extérieur du pays ou liées à des conglomérats locaux disposant d'un pouvoir politique. Il n'y a aucune transparence sur les accords. Il n'y a pas d'audit public, que des promesses de durabilité. Lors de festivals comme Diwali ou Kavadi, il est utile de connaître le calendrier local. Certaines routes sont fermées pour les processions, des hôtels de rue sont érigés et la circulation normale est interrompue. Ce ne sont pas des spectacles, mais les observer permet de comprendre comment s'organise le temps social, loin du programme touristique. À Phoenix ou à Cure Pipe, les cinémas communautaires ouvrent le dimanche après-midi. Les films indiens y sont projetés sans publicité ni siège numéroté. Ce sont des espaces accessibles où, l'espace d'un instant, la pression du travail ou de la surveillance est suspendue. Ceux qui y participent trouvent un moment sans instruction ni attente. Pour ceux qui voyagent avec l'intention de comprendre, il ne suffit pas de simplement voyager ou d'enregistrer des images. Cela prend du temps, une volonté d'écouter et une volonté d'observer sans intervenir. Car à l'île Maurice, ce qui ne se dit pas structure autant que ce qui se voit. Et ce qui n'apparaît pas sur les cartes, bien souvent, est ce qui définit réellement le lieu.